Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Hebdo, une émission spéciale ce soir, un an après les attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Les pires attaques qu'ait connues la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 130 morts, plus de 400 blessés et un pays forcément bouleversé depuis. L'état d'urgence est entré en vigueur, engagement citoyen important également et tension au sein de la société française. Nous allons justement tenter de comprendre ce qui a changé depuis ce triste vendredi soir avec plusieurs invités acteurs de la vie locale. Jean-Luc Guisselin, président de l'unité locale de la Croix-Rouge Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais en introduction, ces attaques les pires qu'ait connues la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, les hommages vont se multiplier pendant le week-end. Et je vais vous commencer par vous demander, à vous, Jean-Luc Guisselin, en quoi c'est important, selon vous, de commémorer de façon si importante de telles attaques, sachant que vous connaissez évidemment des personnes qui sont intervenues sur place. Par exemple, pour ces personnes-là, en quoi c'est important? Ça leur permet aussi de faire le deuil de ce qu'elles ont pu voir, de ces images terribles ce soir-là? Oui, d'une certaine manière. Je veux dire que nous avons été plus techniques dans l'approche de l'opération et du suivi de l'opération pour trouver des méthodes d'amélioration de nos systèmes de fonctionnement. Mais bien sûr, le fait de commémorer, de reparler de l'opération permet peut-être d'évacuer les dernières petites tensions qui peuvent éventuellement exister au sein de nos équipes. Oui, justement, vous avez une quinzaine de personnes des Yvelines qui sont intervenues le soir du 13 novembre, un camion aussi sur place. Voilà, notre ambulance, oui. Les personnes qui sont intervenues sur place, même si vous le disiez, c'était plutôt en retrait, pas forcément en amont. Dans quel état d'esprit elles sont aujourd'hui, un an après? Ça y est, on va dire que c'est oublié, même si c'est difficile d'oublier, mais je veux dire, ça y est, elles sont passées à autre chose, ou alors il y a encore des traumatismes importants? Oublier, c'est pas oublier. Qu'il n'y a pas eu de traumatisme trop important parce que la Croix-Rouge est intervenue un peu en milieu dispositif. Les cas les plus graves ont été gérés par les pompiers et le SAMU. Nous, là, ce sont des professionnels, ils étaient sur place. Nous, on est arrivé un petit peu plus en arrière. Et donc, nous avons traité les cas les moins graves. Donc, heureusement, ça n'a pas trop choqué nos bénévoles, qui par ailleurs sont formés pour ça. Donc, Et ils sont formés pour ce type d'attaque, d'événements concrètement? Ils sont depuis Charlie Hebdo, depuis quelques mois, c'était déjà en place. Ils sont dans tous les cas formés à intervenir dans des cas d'urgence et des cas d'accident ou autres. Nous avions de plus, depuis quelques années, mis au point un plan qu'on avait, l'acronyme c'est ARAMIS. C'est un plan d'action régionale pour des actions multisites. Puis je me souviens plus de la suite. Qui était qu'heureusement nous avions testé plusieurs fois. Là, le fait de le faire sur le vif et en situation réelle a montré qu'on avait bien fait de se préparer et qu'il restait quelques points de détail qu'on a pu améliorer depuis. On aura l'occasion justement d'en parler de ces nouvelles formations que vous avez dû probablement faire. Pour revenir à ces commémorations, ce week-end, forcément, on va voir les politiques à tous les niveaux. Quel est le rôle, selon vous, d'un politique dans un moment pareil, un an après? Est-ce qu'il doit se mettre, pas en avant, mais en retrait justement de la Croix-Rouge, de ceux qui sont intervenus, ou alors il doit se mettre en avant pour peut-être montrer que voilà, les politiques sont là et rassurer la population? Comment doit agir un politique dans ces moments-là? J'imagine que ça doit aussi dépendre de son niveau d'importance. De quelle politique on parle. Et puis, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, compte tenu de la défiance quand même générale vis-à-vis des responsables politiques, jusqu'au président de la République, de la part de la population, leur rôle soit de rassurer et de protéger. Je pense que c'est certainement peut-être, on pourrait dire, un des échecs par rapport aux attentats qui se sont déroulés Pourtant, on a salué l'année dernière François Hollande, le gouvernement, au lendemain des attentats, sur la façon de oui, réagir. Ça a été fait après Charlie Hebdo de manière unanime. assez unanime. Ça a été encore fait après le 13 novembre
mais ça a commencé à se dégrader puisque la réponse politique générale qu'a apporté le président de la République dans son discours devant le Congrès réuni à Versailles a été de proposer la déchéance de nationalité, qui a divisé très profondément à la fois son propre camp politique et puis évidemment créer des tensions avec voilà. Donc il y a eu une inadéquation de la réponse par rapport à ce qui se déroulait. Et puis le fait que les attentats se soient multipliés, qu'on ait encore eu l'attentat évidemment du 14 juillet ensuite, alors qu'il y avait l'état d'urgence, diminue la crédibilité du politique et des décisions politiques faites pour protéger les citoyens. On peut se dire, et on peut d'abord et avant tout souhaiter et espérer que ça n'arrive jamais, mais que si jamais un autre attentat sous une autre forme se produisait, on n'aurait certainement pas la même réponse qui a été unanime après Charlie Hebdo, qu'il était encore un peu après le 13 novembre, mais qu'il était déjà plus, souvenez-vous, après le 14 juillet. Hein, on a eu immédiatement là, on mettait en cause une partie de l'opposition qui mettait en cause le gouvernement sur est-ce qu'on aurait pu éviter Nice, le type dans son camion, etc. Bon, voilà, donc j'ai du mal aujourd'hui à évaluer la manière dont les politiques peuvent commémorer, peuvent être en avant, ou à quelle place dans une commémoration de ce genre d'événement. En tout cas, ils auraient tout intérêt, selon vous, à se faire plutôt en tout cas, évidemment, à essayer de ne pas le récupérer. Je crois que ça, c'est un premier élément. On va voir ce qui va se passer dans ces commémorations, mais à ne pas récupérer ces commémorations pour des besoins de campagne. On est dans une campagne. Alors qu'on est en pleine campagne c'est ça le pour problème. La droite et le centre, la primaire. Sur, par exemple, la manière de se montrer beaucoup plus ferme vis-à-vis du terrorisme, en déployant un discours de ce type. Je pense que là, il devrait être très prudent sur ce plan. Donc certainement être un peu en retrait, être parmi leurs concitoyens plutôt qu'en avant. Moi, je pense qu'il faut être assez prudent. La société française est quand même à vif. Vous le disiez notamment après cette série d'attentats qu'on a vécu. Après Charlie Hebdo, il y avait une certaine unanimité dans la classe politique qui s'est délitée progressivement. Après le 14 juillet, on a vu des scènes, notamment à Nice, assez graves, notamment entre les Français eux-mêmes. Oui, entre citoyens, avec ça, des tensions. Alors, il y a la situation niçoise qui est très particulière. Et moi, j'ai été, avant d'être prof ici, j'ai été 10 ans prof à la fac de Nice, donc je connais assez bien cette ville. C'est une ville où les tensions sont très fortes, les tensions sociales, avec une extrême richesse et une extrême pauvreté, par exemple. C'est des choses qu'on oublie, parce que la Côte d'Azur apparaît comme un peu l'espèce de lieu pour les retraités riches, si on veut. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a aussi beaucoup de difficultés sociales et puis de tensions qu'on pourrait qualifier d'ethno-raciales, si on emploie le terme un peu technique. C'est-à-dire effectivement des tensions ou intercommunautaires, comme on dit aujourd'hui. Donc ça existe. Donc ça, c'était spécifique à Nice. Mais c'est parce que Nice venait aussi, comme le troisième grand attentat, si je ne compte que Charlie Hebdo et le 13 novembre, comme le troisième. Saint-Étienne-du-Rouvray aussi. Alors il y a eu Saint-Étienne-du-Rouvray, il y avait eu encore Mohamed Merah. Magnanville aussi dans les Yvelines. Mohamed Merah déjà en 2012 à Toulouse. Bon, on a eu une série. Donc là, ça venait comme un attentat. C'était un attentat qui, pour la première fois, touchait véritablement, et ça c'est très particulier par rapport au 13 novembre, mais encore plus par rapport à Charlie Hebdo et à ce qui s'est passé à la suite de Charlie Hebdo dans l'hypercachère. L'attentat du 14 juillet touchait cette foule avec des enfants, indistinctement. Alors que Charlie Hebdo, l'hypercachère, c'était des gens particuliers qui étaient visés, les journalistes de Charlie Hebdo, des juifs. Et le 13 novembre, c'était un mode de vie assez parisien, assez grande ville, plutôt de jeunes qui sortent pour aller à des concerts de musique, le Bataclan, et puis en terrasse pour manger, pour boire, etc. Donc c'était très particulier. Alors que les attentats qui avaient été tentés déjà le 13 novembre au Stade de France, qui ont échoué, et touchaient un public beaucoup plus vaste, et là évidemment à Nice, touchaient tout le monde. Donc tout le monde s'est senti plus concerné, c'est ce qui a provoqué aussi des tensions plus fortes. C'est très, très dur de dire ça et très dommage, il me semble, que de se dire que si c'est pas des journalistes, parce que ils ont fait un journal qui blasphème selon les critères de la religion, ou des juifs,
ou simplement bon, des jeunes, centre-ville, des bobos qui sortent, comme on dit aujourd'hui, etc. Bon, bah, c'est bien malheureux, mais tant pis pour eux, ou du moins on peut regarder ça de loin, même si on a été très choqués. La réaction après Charlie Hebdo était très massive. Il y avait une immense manifestation, notamment à Paris. Bon. Mais après Nice, tout le monde a été touché. Et là, effectivement, tout le monde se dit, on ne peut pas nous protéger, quoi. Voilà. C'est pas juste protéger des journalistes, protéger des juifs, protéger. C'est on ne peut pas nous protéger. Tout peut arriver à tout instant. Donc ça a transformé beaucoup plus que le 13 novembre, d'une certaine manière. Le sentiment des Français sur l'incapacité des politiques à les protéger. Exactement. Je pense qu'il y a une défiance. Il est justifié. C'est une défiance qui est déjà générale dans la société, sur l'économie, sur beaucoup de sujets, qui s'est déployée jusqu'aux questions de sécurité. Alors les Français se déchirent et puis derrière les politiques se déchirent aussi. Est-ce que la classe politique ne manque pas un peu de hauteur dans ces moments-là? Ou alors est-ce que c'est le jeu aussi politique de remettre en cause, notamment dans l'opposition, ce qui s'est passé? Oui, manquer de hauteur évidemment. Enfin, bon, en même temps, voilà, moi je suis pas là pour juger ou jeter la pierre à des politiques. Évidemment, on préférait une réaction avec de la grandeur, avec de l'esprit national, l'idée que, bon, voilà, nous sommes tous atteints, etc., et qu'on pourrait réagir comme ça. Après, le jeu politique, c'est aussi d'essayer de montrer qu'on aurait fait mieux si on était en poste, surtout par rapport à un pouvoir, en l'occurrence celui de François Hollande, qui était déjà quand même bien atteint avant même cette période d'attentat dans sa légitimité et dans sa crédibilité. Jean-Luc Ghislain, avant de vous redonner la parole, une dernière question. Est-ce que dans le monde politique, on peut estimer qu'il y a eu un avant et un après 13 novembre alors évidemment, on a parlé de la déchéance de nationalité, mais sur la façon d'envisager les moyens de lutter contre le terrorisme, la sécurité, on le voit dans les programmes d'aujourd'hui, c'est présent partout, c'est presque le point numéro un. Il y a eu l'état d'urgence qui était reconduit, il y a eu la mobilisation quand même beaucoup plus large que ça n'avait été le cas après le Charlie Hebdo et l'hypercacher en janvier 2015 d'un déploiement de l'armée, d'un déploiement policier beaucoup plus important, l'appel à une réserve, la Constitution. Bon, il y a eu des mesures qui ont été prises, la proposition de la déchéance de la nationalité, évidemment, qui en faisait partie. Donc il y a eu un changement, on pourrait appeler ça technique, en termes de gestion de la sécurité collective. Je pense certainement aussi, et certains en ont témoigné, que ça a quand même bouleversé, comme chacun d'entre nous, les responsables politiques. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant qu'homme aussi, voilà, et puis en tant que responsable élu de leurs concitoyens à tous les niveaux, le fait de se retrouver quand même devant des situations assez terribles, de se dire voilà, et de savoir qu'on ne peut pas complètement prévenir et éviter ce genre d'attentat. C'est ça qui est terrible, c'est cette espèce de sentiment sans doute aussi d'impuissance qui s'ajoute à beaucoup d'éléments sur l'impuissance qui vont avec la défiance des politiques, sur la politique économique, sur la gestion des banlieues, sur voilà, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis, par exemple, de l'Europe, vis-à-vis de ce qu'on appelle la crise des migrants, etc. Donc tout ça témoigne d'une difficulté du politique aussi. Et là, on a rajouté ce qui est quand même un élément extrêmement important qui touche ce qu'on appelle le régalien, le pouvoir régalien, c'est-à-dire la sécurité des Français, qui est touché au cœur avec une difficulté d'assurer véritablement la sécurité des Français. Et ça, je pense que c'est un élément qui est assez nouveau avec les attentats. Jean-Luc Ghislain, du nouveau, il y en a aussi pour vous, j'imagine aussi pour la Croix-Rouge, depuis les attentats, le début des attentats en janvier 2015. Est-ce que vous avez reçu de nouvelles formations? Qu'en est-il pour vous? Oui, nous avons amélioré, essayé de former nos bénévoles encore un peu mieux, enfin nos secouristes, pour tout ce qui risquait de se produire et les risques chimiques et autres, par exemple, en se disant, bon, on espère qu'on n'aura pas besoin, mais mieux vaut être prêt à toute éventualité. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que on s'est rendu compte aussi en cette occasion, et quand je dis on, c'est un peu les politiques, que la France était très mal placée en matière de formation au premier secours.
Ah oui. Autant certains pays nordiques ont une formation à 90 ou 95% de la population sur la gestion de phénomènes gestion de premiers secours. Ça se fait d'ailleurs quand? Ça se fait pendant les cours, quand on est plus jeune, pendant l'éducation notre parcours scolaire? l'éducation nationale est censée le faire, mais bon. Non, mais je veux dire, dans les pays nordiques, à quel moment les gens... dans les pays nordiques, les gens se sentent beaucoup plus concernés, donc participent à des formations, sont volontaires. Et ça n'a pas changé, ça, en France, depuis les attentats? Parce qu'on a lu beaucoup dans la presse que beaucoup de gens souhaitaient s'engager au sein de la Croix-Rouge, dans la garde nationale aussi. Ça a changé d'une part parce que, à la demande du gouvernement, les pompiers, la Croix-Rouge ont mis en place des formations, des petites formations. On a fait des formations succinctes, mais dans les casernes de pompiers pendant un certain nombre de week-ends au mois d'octobre et au mois de septembre. Nous allons recommencer là ce week-end, je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche, où il va y avoir de nouveau des formations. Et on a quand même vu une prise de conscience dans la population qu'il y avait besoin de faire quelque chose. Et le nombre de demandes de formation sur les premiers secours a augmenté d'une manière très, très, très importante. Mais ce n'est pas forcément suffisant, c'est ce que vous dites aujourd'hui. En cas de nouvelle attaque, on ne serait pas forcément beaucoup plus prêt. Plus il y a de personnes qui sont prêtes à savoir gérer des situations d'urgence de ce type-là, plus on peut espérer que le nombre de morts ou de blessés qui auront des séquelles importantes sera réduit. Bon, on ne peut pas tout faire dans tous les cas, mais il est certain que si on sait quel geste faire ou quel geste ne pas faire, quand on a en face de soi un blessé ou une personne choquée, ou une personne qui fait une crise cardiaque, qui a des saignements, qui a des difficultés de respiration, c'est important. La formation est d'autant plus importante. Sur l'aspect, je le disais, des Français sont venus vous voir au lendemain des attentats en masse. Qu'en est-il? C'est ce qu'on a pu lire dans la presse. Qu'en est-il à 50 ans en Yvelines? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vous voir? J'aimerais bien faire du bénévolat pour la Croix-Rouge. Oui, est-ce que c'est le cas? On a eu un afflux de bénévoles un peu plus important que d'habitude. Oui, tout à fait. Et donc, alors il faut qu'on puisse les absorber, il faut qu'on les... La formation d'un secouriste demande un peu plus d'un an quand même, donc c'est un peu compliqué à ce que ça se voit, mais bon, ça va se voir dans les semaines qui viennent. En tout cas, à 50 ans en Yvelines, des choses ont changé ou sont en passe de l'être. Plusieurs villes ont décidé d'équiper leur police municipale d'armes ou de pistolets à impulsion électrique. C'est le cas notamment à Voisins-le-Bretonneux, reportage. Objectif, assurer leur sécurité. Les 5 agents et bientôt 6 de la police municipale de Voisins-le-Bretonneux vont recevoir d'ici quelques mois une formation pour l'usage de pistolets à impulsion électrique. Un équipement en plus pour répondre également aux nouvelles menaces depuis les attentats. Par exemple, je demande à mes policiers de faire des fouilles aux entrées des établissements publics lorsqu'il y a une manifestation. Aujourd'hui, quelque part, ils sont assez démunis s'ils devaient être attaqués dans ce contexte-là, par exemple. Comme ils portent l'uniforme, c'est vrai que ce sont des cibles potentielles. Dans l'opposition municipale, les avis divergent quant à l'armement des agents. Si à gauche, Jean H estime que la démarche va trop loin, à droite, en revanche, les tasers sont jugés insuffisants. Un nouveau débat que refuse Alexandra Rosetti. Ce qui me gêne beaucoup dans les raisonnements d'aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment qu'on attend beaucoup plus d'eux, de missions qui ne sont pas les leurs, pour lesquelles ils ne sont pas formés. On a une police nationale pour ça, on a des unités spéciales et je pense qu'il y a une grosse confusion en ce moment, une espèce de confusion des genres. L'arrivée des pistolets à impulsion électrique ne devrait pas être officielle avant fin 2017. L'installation de 15 nouvelles caméras de vidéosurveillance est également prévue. Laurent Bouvet, on a l'impression que les politiques se sont figés un peu depuis les attentats sur la question sécuritaire et que ça manque parfois un peu de débat, de philosophie, j'ai envie de dire, sur un peu comment vivre ensemble. Alors la sécurité, c'est important, assurer la sécurité des Français, mais sur le long terme, est-ce que vous partagez mon point de vue? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre tout ça au milieu d'un débat pour voir comment on peut vivre ensemble en 2016?
Alors oui, bien sûr, il y a une préoccupation, une relance du débat sur la sécurité qui est un débat récurrent. Hein, que le fait d'armer les polices municipales, c'est un débat qui est très ancien, hein, c'est pas nouveau, même si évidemment là, il y a eu davantage de tensions et puis des propositions. Le fait aussi que les policiers de la police nationale puissent garder leurs armes en dehors de leur service, tout un ensemble où la doctrine d'emploi de cette arme sont en débat, on l'a vu dans les mouvements policiers récents et les demandes qu'ils ont adressées au gouvernement. Donc tout cela, évidemment, est un élément qui a pris de l'ampleur depuis la série d'attentats. En revanche, pour répondre à votre question directement sur le grand débat autour de ce qu'on appelle, on peut peut-être abusivement le vivre ensemble aujourd'hui, je dirais qu'il existe, mais il existe de manière beaucoup trop heurtée, clivée et parfois totalement surréaliste. On se rappelle du débat sur le Burkini cet été. Qui a fait suite d'ailleurs à l'attentat quelque part du 14 juillet, enfin qui a une répercussion pas forcément directe. Mais qui ne se comprend que localement et de l'impact qu'a eu sur les gens de la Côte d'Azur qui étaient les principaux participants du 14 juillet à Nice, hein, du feu d'artifice, avec les touristes, qui ont été profondément, encore plus choqués, meurtris sans doute que le reste évidemment de la population, parce que il y a une, c'était vraiment leur mode de vie, qui est touché. Et leur mode de vie inclut évidemment des définitions, qu'est-ce que nous sommes. Quel est le commun? Qu'est-ce que nous avons à faire ensemble? Est-ce que l'islam est compatible ou pas avec ces modes de vie et avec ce que l'on souhaite? Et il y a une partie très forte. On sait que c'est une région où il y a un vote Front National très élevé, où il y a un vote pour une droite identitaire très élevé aussi. Hein, c'est la terre d'élection, pas Nice spécialement, mais la région de Marion Maréchal Le Pen, on le sait bien. Donc, et puis y compris dans la droite classique. Donc les tensions étaient très vives autour de ces questions. Et le Burkini s'explique, tout ce débat de l'été autour du Burkini, ces arrêtés pris par les communes du littoral azuréen, s'explique par cette particularité et ce qui s'était passé évidemment le 14 juillet. Après, cette manière de poser dans le débat public la question de qu'est-ce qui nous est commun, je préfère ce terme à vivre ensemble, parce que un mot que vous employez souvent sur votre blog notamment. Le vivre ensemble, non, le commun, oui. Le commun, oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui nous est commun? Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce qu'on fait ensemble, etc. La question se pose objectivement, une question certains l'appellent une question d'identité. Alors moi, je ne sais pas si c'est uniquement ça, je pense qu'il y a aussi autre chose, mais enfin, c'est une question qui se pose. Le problème, c'est qu'elle est posée et traitée, disons, politiquement, de manière extrêmement, aujourd'hui, de manière extrêmement caricaturale, de manière très... en ne saisissant de cet enjeu que des aspects extrêmement microscopiques, avec... Sous la pression du Front National, en fait. Alors, sous la double pression... Il faut être très clair, à la fois bien sûr d'une montée en puissance d'une idée identitaire que la France ne peut pas accepter l'islam, alors sous différentes formes qui sont posées d'ailleurs dans les sondages, est-ce que l'islam est compatible avec les valeurs de la République, etc. Donc ça, c'est une pression qui vient effectivement, qui se pose et qui se démontre au Front National dans une partie de la droite, mais aussi une pression qui vient, on l'a vu avec les attentats, on voit avec la situation géopolitique au Moyen-Orient, avec le développement de revendications d'un islam beaucoup plus dur, un islam qui va jusqu'à un islam politique, l'islamisme comme on l'appelle, même si il faut le distinguer bien sûr du terrorisme, qui sont des revendications très fortes à l'intérieur de l'ensemble des musulmans, français ou peu importe étrangers mais vivant en France. L'enquête récente de l'Institut Montaigne a montré que dans cet ensemble, vous aviez presque un tiers des musulmans qui ont répondu à cette enquête, c'est une enquête qui a été assez bien faite sur le plan méthodologique, qui ont répondu que pour eux, les valeurs de leur religion étaient supérieures aux valeurs de la République. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont commettre des attentats, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a une menace, il faut les enfermer, comme certains proposent, ou aimeraient le proposer. Mais ça veut dire que ça pose une question.
Ça veut dire que l'école, on en parlait tout à l'heure pour la formation au premier secours, n'a pas fait son travail en matière de justement d'éducation à la citoyenneté, au commun. Ça veut dire qu'il y a là des enjeux importants. Et aujourd'hui, on peut simplement constater, dans les propositions du gouvernement, il y a eu une réforme du collège l'année dernière, on peut constater, ou la politique de la ville, on peut constater qu'il n'y a pas les réponses à ces questions, ou du moins qu'elles ne sont pas pertinentes, elles ne sont pas suffisantes. Et donc, quand on fait l'addition de tout cela, on obtient un débat que moi, personnellement, je trouve assez pénible et assez vain sur des enjeux qui, eux, ne le sont pas. Jean-Luc Guisselin, pour conclure, là je m'adresse plutôt aux citoyens sur ce qu'il vient de dire. Quel est votre point de vue? Là je m'adresse forcément aux citoyens. Disons que nous avons, nous, des contacts à tous les niveaux avec toutes les populations et les populations musulmanes sont régulièrement aussi, enfin certaines familles musulmanes viennent régulièrement à la Croix-Rouge et on n'a pas senti quelconque augmentation de tension ou de problème de quelque ordre que ce soit, mais aussi parce que volontairement on a évité tout risque de problème. Moi je dois dire que si, pour conclure mon avis de citoyen, c'est qu'on fasse une commémoration pour les familles qui ont été touchées, je peux comprendre. En dehors de ces personnes-là, je ne vois pas du tout l'intérêt d'une commémoration. C'est pas une chose dont il faut profiter pour faire quoi que ce soit. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce 7-8 hebdo. Merci donc à vous deux. Une émission que vous pouvez retrouver en replay sur notre site internet tvfil78.com. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.